Je n'aurais jamais pensé recevoir cet appel pendant le cours d'économie du professeur Martinez. La vibration soudaine de mon téléphone m'a fait sursauter, et lorsque j'ai vu maman apparaître sur l'écran, mon cœur s'est effondré. Papa se battait contre un cancer du pancréas depuis des mois, et d'une manière ou d'une autre, je le savais. Émilie, la voix de maman s'est brisée. Ton père est parti. L'amphithéâtre m'a semblé soudain trop petit, trop peuplé. À 21 ans, je pensais être préparée à ce moment. Papa et moi en avions parlé lors de ma dernière visite à la maison, lorsque le médecin avait annoncé que le traitement ne fonctionnait plus. Et elle m'avait serré la main et m'avait dit, « Ma brave fille, tu vas t'en sortir. » Mais rien ne vous prépare vraiment à perdre votre père. J'ai toujours été la petite fille de papa. En grandissant, c'est lui qui m'a appris à faire du vélo, qui m'a aidé à faire mes devoirs de maths, plus tard, qui m'a conduite aux visites de l'université. Maman était plus libre d'esprit. Elle n'a jamais eu d'emploi stable, préférant se consacrer à ses divers loisirs et activités sociales. Cela ne dérangeait pas papa. Son travail de conseiller financier nous permettait de subvenir à nos besoins et il aimait voir maman heureuse. Après avoir obtenu l'autorisation du bureau du doyen de prendre congé, j'ai réservé le premier train disponible pour rentrer chez moi. Les 3 heures de trajet m'ont permis de réfléchir aux derniers mois. Papa avait été si méthodique pour tout, même pour sa maladie. Il s'était assuré que je lui rende visite régulièrement, avait eu de longues discussions avec moi sur l'avenir et n'avait cessé de me rappeler à quel point il était fier de ma décision d'étudier la gestion d'entreprise. Lorsque je suis arrivée dans notre maison de banlieue à 2 étages, maman m'attendait à la porte, du mascara coulant sur son visage. Elle m'a serré très fort dans ses bras. Son chemisier de créateur trempé de larmes. Oh, Émilie! Que est-ce que je vais faire? Cette maison, toutes les factures. Je n'ai pas travaillé depuis 20 ans. Je la guide jusqu'à la cuisine, remarquant le verre de vin à moitié vide sur le comptoir. Maman, il faut d'abord s'occuper de l'organisation des funérailles. Papa a-t-il laissé des instructions? Elle a fait un vague signe de la main en direction de son bureau. Tout est dans son bureau. Et elle était toujours si organisée. Elle saisit son verre de vin. Les jours suivants ont été marqués par les préparatifs de l'enterrement. Maman semblait incapable de prendre la moindre décision, fondant en larmes chaque fois que je lui demandais son avis sur les fleurs ou le programme de la cérémonie. Je me suis retrouvée à coordonner les démarches avec les pompes funèbres, à appeler les proches et à m'occuper de tous les arrangements pendant qu'elle calmait ses nerfs en buvant encore du vin. Le matin de l'enterrement est arrivé clair et net. Les gens ont envahi la maison, présentant leurs condoléances et apportant des plats cuisinés. Maman s'est donnée en spectacle, s'effondrant dramatiquement à plusieurs reprises au cours de la cérémonie. J'ai remarqué que son amie Sandra lui tapotait le dos et lui chuchotait quelque chose à l'oreille, ce qui incitait maman à hocher vigoureusement la tête. Ton père était un homme merveilleux, me répétaient les membres de ta famille. Il pensait toujours à l'avenir, il prenait toujours soin de sa famille. J'ai souri poliment, en me retenant. Papa n'aurait pas voulu que je m'effondre, il m'avait appris à être plus forte que cela. Pourtant, en les regardant descendre son cercueil en terre, je n'ai pas pu m'empêcher de me demander quel changement cette perte allait apporter dans nos vies. Une semaine après l'enterrement, maman et moi étions assis dans le cabinet de Monsieur Peterson pour la lecture du testament de papa. Maman n'arrêtait pas de tripoter son collier de perles, cadeau de papa pour leur 20e anniversaire de mariage. Peterson a ajusté ses lunettes et a commencé à lire de sa voix précise et mesurée. Étant sain de corps et d'esprit, je, Robert James Harrison, déclare que ceci est mon dernier testament. Je l'ai écouté attentivement pendant qu'il décrivait les détails. Lorsqu'il en arrive aux dispositions principales, maman cesse brusquement de s'agiter. À ma fille bien-aimée, Emily Harrison, je lègue notre maison familiale, ainsi qu'une somme de $200 000. Maman a relevé la tête. Je pouvais sentir sa tension à côté de moi. À ma femme, Catherine Harrison, je laisse une allocation mensuelle de $1 500, qui sera versée à mon fonds de retraite. C'est tout, dit maman d'une voix cassée. Je suis sa femme. 23 ans de mariage,
et voilà ce que je reçois. Madame Harrison. Le ton de Monsieur Peterson était doux, mais ferme. Votre mari a mûrement réfléchi à ses dispositions. Le testament est correctement exécuté et légalement contraignant. Il serait préférable d'accepter sa décision. Maman a marmonné quelque chose sous sa respiration, ses doigts tordant maintenant son collier si fort que je craignais qu'il ne se brise. Le trajet jusqu'à la maison s'est déroulé dans une atmosphère tendue, ponctuée de commentaires occasionnels marmonnés comme injustes où je n'arrive pas à croire qu'il ait fait ça. Ce soir-là, je nous ai préparé un dîner simple, la recette de pâtes préférée de papa. Maman a poussé la nourriture autour de son assiette, avant de finalement lever les yeux vers moi. Émilie, je ne comprends pas, dit-elle d'une voix hésitante. Pourquoi ton père te laisserait-il tout? La maison, tout cet argent. Je veux dire, qu'est-ce que je suis censée faire? Où suis-je censée aller? J'ai traversé la table et lui ai pris la main. Maman. Tu n'as pas besoin d'aller quelque part. Tu peux rester et t'occuper de la maison pendant que je suis à l'université. Ce sera bien pour nous deux. Maman a changé d'attitude. Elle me serre la main, les larmes aux yeux. Oh, Émilie, tu es la meilleure fille du monde. Je savais que tu ne me laisserais pas tomber. Quelques jours plus tard, je suis retournée à l'université et j'ai mis en place des paiements automatiques pour les charges de la maison et les impôts fonciers, à partir du compte que papa m'avait laissé. Maman et moi avons commencé à nous appeler régulièrement sur Skype. Elle semblait aller mieux, me parlant des cours d'art auxquels elle s'était inscrite pour surmonter son chagrin. Mais au fil des semaines et des mois, notre mode de communication a commencé à changer. Les appels Skype sont devenus moins fréquents, remplacés par des conversations téléphoniques rapides et de plus en plus courtes. Maman avait toujours quelque part où aller ou quelque chose à faire. Je me suis dit que c'était une bonne chose qu'elle soit occupée, que c'était peut-être sa façon de guérir. Le mois de décembre est arrivé avec une couche de neige et la promesse de Noël dans l'air. Après des mois d'appels téléphoniques de plus en plus brefs avec maman, j'ai décidé de la surprendre en lui rendant visite avant la fin de l'année. Le trajet en train jusqu'à la maison était rempli de souvenirs des Noëls précédents. Depuis la gare, j'ai pris un taxi pour rentrer chez moi, en regardant passer des rues familières. J'ai utilisé ma clé pour ouvrir discrètement la porte d'entrée, prévoyant de surprendre maman. Et la maison sentait la cannelle et le café, du moins cela n'avait pas changé. C'est alors que j'ai entendu des rires provenant du salon. Et la voix de maman et celle d'un homme? J'ai franchi le seuil de la porte et je me suis figée. Maman était assise sur notre canapé à côté d'un homme que je n'avais jamais vu auparavant. Il avait l'air d'avoir 5 ans de moins qu'elle, il portait une écharpe à l'allure artistique et lui tenait la main. Ils étaient assis près l'un de l'autre, riant de quelque chose, l'air parfaitement à l'aise l'un avec l'autre. Émilie, maman a sursauté en me voyant. Je ne m'attendais pas à te voir. Évidemment, dis-je, toujours debout dans l'embrasure de la porte. J'ai pensé te faire une surprise pour Noël. Tu sais, puisque nous le passons toujours en famille. Un silence gênant s'est installé dans la pièce. L'homme s'est levé et j'ai remarqué qu'il portait les pantoufles de papa. Chérie, dit maman d'une voix anormalement élevée, j'aimerais te présenter James. Elle a fait une pause, jetant un coup d'œil entre nous. Mon mari, nous nous sommes mariés il y a 3 mois. J'ai du mal à entendre. Je suis désolée. Vous avez dit mari? Comme dans marié, oui, ma chérie, nous nous sommes rencontrés à mon cours d'art. Tu te souviens, celui dont je t'ai parlé? James est aussi un artiste. On s'est juste connectés. Elle prenait sa voix d'enfant qui explique, celle qui m'a toujours rendue folle. Il y a 3 mois, j'ai fait le calcul dans ma tête. Maman, papa n'est parti que depuis 7 mois. 8 mois, a-t-elle rapidement corrigé. Et Émilie, quand on retrouve l'amour, on le sait. Je ne te l'ai pas dit parce que je ne voulais pas perturber tes études. Tu as été tellement occupée par l'école. J'ai regardé la pièce, la voyant vraiment pour la première fois. Le fauteuil de lecture préféré de papa avait disparu, remplacé par un meuble moderne qui ne s'accordait avec rien d'autre. Il y avait de nouvelles peintures sur les murs, des touches de couleurs abstraites que maman aurait détestées il y a 6 mois. Et là,
sur le manteau de cheminée où se trouvaient les photos de famille de papa. Il y avait une grande photo de mariage de maman et de ce James. Tu l'as installé chez moi sans me demander mon avis, les mots sont sortis avant que je ne puisse les arrêter. Le visage de maman s'est crispé. Émilie, c'est aussi ma maison. Tu l'as dit toi-même. Bon, j'ai pris une grande inspiration, essayant de canaliser l'approche calme de papa dans les situations difficiles. Eh bien, je suppose que nous devrions apprendre à nous connaître, alors. James, que fais-tu au travail? Il a souri, mais son sourire n'a pas atteint ses yeux. Oh, tu sais ce que c'est ces jours-ci. L'économie, le marché du travail. Il s'est lancé dans une histoire sur sa dernière exposition dans une galerie, puis a enchaîné avec une histoire drôle sur la technique de peinture de sa mère, la faisant glousser comme une adolescente. J'ai réessayé. Mais quel est votre emploi actuel? Son sourire s'est légèrement assombri. Eh bien, je suis entre deux postes en ce moment. Je cherche la bonne opportunité, vous savez. Quelque chose qui corresponde vraiment à mon esprit créatif. C'est un artiste, Émilie, dit maman sur la défensive. Il ne peut pas être confiné dans un travail d'entreprise de 9 à 5. Son dernier patron ne pouvait pas comprendre sa vision. Certaines personnes sont trop conventionnelles pour apprécier la vraie créativité. Le matin de Noël est arrivé et je me suis réveillée au son de la vaisselle qui s'entrechoquait en bas. J'ai suivi le bruit jusqu'à la cuisine, où j'ai trouvé maman en train de préparer nos meilleures porcelaines. Le service que papa lui avait offert pour leur 20e anniversaire de mariage et elle disposait beaucoup plus de couverts que d'habitude. Maman, on attend de la visite? Demandai-je en prenant une tasse à café dans l'armoire. Elle a à peine levé les yeux de son travail. Oh oui, la famille de James vient pour le repas de Noël. Ce sont des gens adorables, Émilie. Tu verras. Les Anderson? Demandai-je. Sarah, la sœur de papa. Et sa famille ont passé tous les Noëls avec nous, aussi loin que je me souvienne. Et oncle Mike et tante Jenny, les mains de maman s'arrêtent brièvement sur l'argenterie. Émilie, les choses sont différentes maintenant. Je dois nouer des relations avec la famille de Jacques. Ils font partie de notre vie maintenant. Avant que je puisse répondre, la sonnette retentit. Maman s'est empressée d'aller répondre, me laissant seule dans la cuisine avec le fantôme des Noëls passés. Et la famille de James est arrivée en un groupe bruyant, ses parents, qui ont fait le tour de la maison d'un œil scrutateur, et sa sœur Rachel avec son mari et ses 2 enfants. Ils ont fait irruption comme si l'endroit leur appartenait et se sont immédiatement dispersés pour explorer les lieux. Pendant le dîner, maman n'a cessé de me lancer des regards inquiets tandis que la famille de James dominait la conversation. Son père se plaint des taxes foncières dans leur quartier. Sa mère critiquait la dinde, suggérant de meilleures recettes. J'y suis restée assise, poussant la nourriture dans mon assiette, en pensant au Noël précédent, rempli de chaleur et d'amour familial authentique. Rachel a alors posé sa fourchette et a souri d'un air radieux. Tu sais, cette maison est parfaitement située, juste à côté d'une bonne école. Les enfants ont besoin d'un bon district scolaire, et cette maison est juste là, avec tout cet espace supplémentaire. Oh, ce serait merveilleux, explique maman. Nous serions ravis de t'avoir près de nous, n'est-ce pas, Émilie? Quelque chose s'est brisé en moi. Toute la tension et la frustration des derniers jours ont explosé. En fait, non, nous n'aimerions pas, dis-je fermement. C'est ma maison. Papa me l'a laissée, pas à maman. Et certainement pas à des étrangers qui veulent s'y installer et en prendre possession. La pièce est devenue silencieuse. Le visage de Rachel est devenu rouge et son mari a commencé à marmonner sur les jeunes gens ingrats de nos jours. Les parents de Jacques ont échangé des regards significatifs, sa mère faisant claquer sa langue d'un air désapprobateur. Mais je les ai à peine entendus. J'y fixais maman, et elle me fixait en retour avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant, un mélange d'embarras, de colère et de quelque chose d'autre qui ressemblait presque à de la haine. Et la famille de James n'est pas restée longtemps dans les parages après ma crise. Il est clair que nous ne sommes pas les bienvenus ici, annonça Rachel en poussant ses enfants vers la porte. De toute façon,
Je ne voudrais pas vivre dans cette maison. L'accent qu'elle mettait sur cette maison donnait l'impression qu'il s'agissait d'une malédiction. Dès que la porte s'est refermée derrière eux, maman a explosé. Comment as-tu pu? Elle a crié, le visage rouge de colère. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait? C'est ma nouvelle famille. Non, maman, dis-je, en restant calme comme papa me l'avait appris. C'est la famille de James, et ils avaient l'intention de s'emparer de ma maison comme si elle leur appartenait déjà. Ta maison? Elle rit amèrement. C'était notre maison familiale bien avant que ton père ne décide de faire du favoritisme dans son testament. J'ai fait ce qu'il fallait, dis-je fermement. Et si tu ne peux pas le voir, alors peut-être que papa avait raison sur toute la ligne. Le reste de ma visite s'est déroulé dans un silence glacial. Maman et Jacques disparaissaient dans leur chambre dès que j'étais dans les parages. Je passais le plus clair de mon temps à rendre visite à la famille de papa, et Sarah a pleuré lorsqu'elle a appris qu'il l'avait exclue du repas de Noël. L'oncle Mike s'est contenté de secouer la tête avec tristesse et de dire: ton père aurait le cœur brisé en voyant cela. Lorsque je suis retournée à l'université, j'ai pensé que la distance aiderait à guérir les choses. J'avais tort. Maman a recommencé à m'appeler, mais elle n'était plus la même. Elle me posait à peine des questions sur mes cours au MAVIE. A eu lieu de cela, toutes les conversations tournaient autour de l'argent. James et moi avons des difficultés, Emily, dit-elle lors d'un appel. L'argent de poche mensuel couvre à peine les dépenses de ces jours-ci. Nous avons besoin d'aide. Maman, il est peut-être temps pour vous deux de chercher du travail, ai-je suggéré gentiment. La ligne est restée silencieuse pendant un moment. Comment osais-tu, a-t-elle finalement sifflé. Je suis ta mère. Je t'ai élevée. Et maintenant, tu te comportes comme une étrangère cruelle et sans cœur. L'appel s'est terminé par un clic. 1 heure plus tard, mon téléphone a bourdonné d'un message d'elle, une photo d'un réfrigérateur vide, suivi d'un texte dramatique. Quand nous commencerons à mourir, ce sera sur ta conscience. J'ai regardé le message pendant un long moment, me rappelant que maman avait l'habitude de culpabiliser papa de la même manière lorsqu'elle voulait quelque chose. Il cédait généralement, disant que c'était plus facile que de se battre. Bien que je le sache, je me suis surprise à transférer de l'argent du compte de papa à celui de maman. C'est devenu une habitude, ses appels dramatiques, mes transferts à contre-ségur, sa gratitude temporaire, suivis de nouvelles demandes. Les mois suivants se sont déroulés de la même manière, maman et James vivant dans ma maison pendant que je terminais mes études. Ils n'ont pas assisté à la cérémonie de remise des diplômes, envoyant un message disant qu'ils étaient trop occupés par une exposition d'art. Je savais que c'était parce que j'avais cessé d'envoyer de l'argent supplémentaire le mois précédent, fatigué de leur permettre de mener un tel train de vie. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai décidé de rentrer chez moi. Lorsque j'ai fait part de mes projets à ma mère, sa réaction a été pour le moins tiède. Oh, tu retournes vivre chez toi, dit-elle d'une voix plate. Je suppose que c'est ta maison. Et la façon dont elle a insisté sur le mot maison m'a rappelé le ton de Rachel le jour de Noël. Les vieilles relations de papa dans le secteur financier m'ont permis de décrocher un poste chez Anderson & Mills Financial Services. Je me suis jetée à corps perdu dans le travail, reconnaissant de pouvoir m'éloigner de la situation de plus en plus tendue qui régnait à la maison. Pendant ce temps, maman et James se sont installés dans leur propre routine, une routine qui n'impliquait pas de travailler. Maman recevait toujours son allocation mensuelle de $1 500 provenant du fonds de retraite de papa, mais elle en passait la majeure partie à recevoir la famille de Jacques. Chaque week-end était l'occasion d'une nouvelle rencontre artistique ou d'un nouveau dîner, où les proches de James s'étalaient dans notre salon, buvaient du vin et critiquaient les œuvres d'art des uns et des autres. J'ai commencé à remarquer que les factures s'accumulaient. Les charges avaient doublé depuis que j'étais partie à l'université. Apparemment, les esprits créatifs avaient besoin de beaucoup de chauffage et d'eau chaude. Les factures d'épicerie étaient astronomiques, en raison des fréquentes fêtes organisées par ma mère. D'une manière ou d'une autre, j'étais devenue responsable de tout cela. Chaque fois que je rentrais des courses, la moitié de la nourriture disparaissait dans l'une de leurs fêtes. Je trouvais des bouteilles de vin vides dans le bac de recyclage et j'entendais Rachel,
la sœur de James, rire dans la cuisine en se servant dans les encas que j'avais achetés pour mes déjeuners de travail. Un soir, j'ai entendu Rachel dire: ta mère est si généreuse. Contrairement à certaines personnes dans cette maison. Le point de rupture est survenu après 3 mois de cet arrangement. Je venais de finir de payer les impôts fonciers, que maman avait oublié de mentionner, lorsqu'elle m'a coincé dans la cuisine. Émilie, il faut qu'on ait une conversation sérieuse. En fait, maman, je voulais aussi te parler. Mais elle m'a coupé la parole, son visage affichant cette expression familière qu'elle avait l'habitude d'avoir lorsqu'elle exigeait quelque chose de son père. Margaret m'a dit quelque chose d'intéressant aujourd'hui. Sa fille Julie travaille dans votre service. J'ai eu un haut le cœur. Julie, la commère du bureau, bien sûr. Elle m'a dit que tu gagnais $4600 par mois. Maman poursuit, les yeux plissés. Et pourtant, regarde comment tu traites ta famille. Le strict minimum pour les courses. Tu te plains de chaque petite facture. Tu fais culpabiliser Jacques à propos de ses fournitures artistiques. Tu es égoïste et cupide, tout comme ton père m'a accusé de l'être pendant toutes ces années. Je l'ai regardé fixement, choqué par l'amertume de sa voix. Alors voilà ce qui va se passer, poursuit-elle, d'un air étrangement calme. Tu vas me donner l'intégralité de ton salaire chaque mois. Je gérerai les dépenses de la maison, et si tu te comportes comme une bonne fille, je te rendrai peut-être un tiers, peut-être même la moitié, si tu commences à montrer du respect à Jacques et à sa famille. J'y suis restée dans ma cuisine à regarder ma mère avec incrédulité. Et la femme qui avait préparé mes déjeuners à l'école, qui avait embrassé mes genoux éraflés, qui avait pleuré dans mes bras à l'enterrement de papa, exigeait maintenant mon salaire entier comme une sorte de seigneur féodal. Je ne vous donnerai pas mon salaire, ai-je dit fermement. En fait, il est peut-être temps que toi et James trouviez un emploi. J'en ai assez de vous soutenir. Son visage se contorsionne en une affreuse grimace. Ton père t'a laissé plus d'argent que tu n'en méritais. 2 cents,000, et tu es trop égoïste pour partager avec ta propre mère? Je sens un mal de tête monter derrière mes yeux. Nous en reparlerons demain, dis-je en me tournant pour partir, quand tu auras les idées plus claires. Le lendemain matin, je suis descendue pour le petit déjeuner et j'ai trouvé maman et Jacques assis à la table, ressemblant à des chats qui ont attrapé un canari. La cuisine sentait le café et la manipulation. Émilie, ma chère, commença maman d'une voix mielleuse, James et moi avons eu une longue discussion hier soir. Jacques a hoché sagement la tête à côté d'elle, portant un autre des chandails coûteux que j'ai essentiellement payés. Nous avons trouvé la solution parfaite, poursuit-elle. Puisque nous nous occupons si bien de la maison, du nettoyage, de la cuisine, de l'entretien de tout, il est juste que vous nous payiez pour nos services. James sourit avec bienveillance. Nous pensons que votre salaire complet, les $4600, serait une juste compensation. J'y ai pris une longue gorgée de café, laissant l'absurdité de leur proposition s'imposer. Dans la maison qu'ils prétendaient entretenir, il y avait des lapins de poussière de la taille de vrais lapins. La dernière fois que maman avait cuisiné, c'était probablement avant qu'elle ne rencontre James. Et l'entretien? Il m'appelait chaque fois qu'il fallait changer une ampoule. Tu sais quoi, dis-je lentement. Vous avez raison, les services doivent être payés. Leurs visages se sont illuminés comme des arbres de Noël. Maman a attrapé la main de Jacques et l'a serré triomphalement. Mais, continuai-je, je n'aurai plus besoin de tes services. D'autant plus qu'il n'y a pas eu de service à proprement parler, sauf si l'on considère que boire du vin et organiser des fêtes fait partie de l'entretien de la maison. Les sourires se sont figés sur leurs visages. En fait, je me suis levée de table, me surprenant moi-même par mon calme. Je veux que vous partiez tous les deux de chez moi. Vous avez 7 jours pour trouver un nouvel endroit où vivre, ou je contacterai un avocat pour une procédure d'expulsion formelle. Le visage de maman s'est vidé de ses couleurs lorsqu'elle a réalisé que j'étais sérieuse. Elle s'est levée d'un bond de sa chaise et a pris une des vieilles assiettes de papa sur la table. Espèce de petite ingrate. Qu'à cela, dis-je froidement, et je la déduirai de ton prochain chèque d'argent de poche. Ainsi que tout ce que tu as abîmé pendant ta crise. Et la main de maman a tremblé.
Mais elle n'a pas lâché l'assiette. Je me suis retournée et je suis montée dans ma chambre. Derrière moi, j'entendais les cris de maman qui se transformaient en sanglots, les tentatives de consolation de Jacques, le bruit des objets qui s'entrechoquaient dans la cuisine. Mais pour la première fois depuis la mort de papa, j'avais l'impression de faire exactement ce qu'il aurait voulu que je fasse. Quelques heures plus tard, on frappa doucement à la porte de ma chambre. Émilie, ma chérie, la voix de maman avait repris son ton sucré. On peut parler? J'ai ouvert la porte, mais je suis restée dans l'embrasure, bloquant son entrée dans mon espace. Elle s'était maquillée et avait enfilé le pull qu'elle avait l'habitude de porter lorsqu'elle essayait de convaincre papa de lui acheter quelque chose de cher. Je plaisantais à propos de l'argent, dit-elle en essayant de rire légèrement. Nous n'avons pas besoin de ton salaire. James et moi voulons juste continuer à vivre ici avec vous. Nous sommes une famille, après tout. Non, maman, ai-je répondu, me sentant soudain fatiguée. J'ai pris ma décision. Tu dois trouver ton propre logement. Les jours suivants, elle a essayé toutes les tactiques de manipulation possibles. Elle a laissé des notes larmoyantes sous ma porte. Elle a envoyé James plaider leur cause, affirmant qu'ils allaient changer. Elle a même essayé de me culpabiliser avec d'autres photos de placards vides et de factures impayées. J'ai cessé de prendre mes repas avec eux et j'ai préféré commander des plats à emporter dans ma chambre. Le son de leur voix en bas, alternant entre les disputes et la planification de leur prochaine action, est devenu un bruit de fond pour ma nouvelle réalité. Une semaine plus tard, en rentrant du travail, je les ai trouvés en train de faire leur carton. Maman jetait des objets dans des cartons de façon spectaculaire, en s'assurant que je pouvais entendre chaque objet frapper le carton. J'espère que tu es heureux, a-t-elle craché en me voyant. Jeter ta propre mère à la rue. James se tenait derrière elle, les bras croisés. Quelle fille tu es devenue. Ils sont partis ce soir-là dans un flot de jurons et de portes claquées. Alors que leur voiture s'éloignait, j'ai traversé la maison qui était enfin, vraiment la mienne. A eu cours des semaines qui ont suivi, les nouvelles sont arrivées au compte-gouttes par le biais de la vigne familiale. Tante Sarah m'a appelé pour me dire que ma mère parlait mal de moi à qui voulait l'entendre, affirmant que je l'avais cruellement expulsée par pure méchanceté. Mais ne t'inquiète pas, m'a assuré tante Sarah. Nous nous souvenons tous de la façon dont elle a traité ton père. Personne ne croit à son rôle de victime cette fois-ci. Oncle Mike m'a raconté que maman et James avaient essayé d'emménager avec Rachel, la même sœur qui avait voulu s'emparer de ma maison à Noël. Elle a refusé catégoriquement, dit-il en riant. Soudain, leur nouvelle famille parfaite n'était plus aussi parfaite. Les parents de James, qui avaient passé d'innombrables soirées à profiter des fêtes de maman dans ma maison, ont également refusé de les accueillir. Même leur soutien public s'est évaporé une fois que le vin et les amuse-gueules gratuits ont cessé de couler à flot. Maman a fini par trouver un petit appartement à l'autre bout de la ville, en utilisant l'allocation mensuelle que lui versait papa pour payer le loyer. Pour la première fois de sa vie d'adulte, elle a dû trouver un vrai travail, un poste de vendeuse dans une boutique locale. James, fidèle à lui-même, est resté au chômage, affirmant toujours qu'il était trop créatif pour un travail régulier. Je l'ai croisée une fois à l'épicerie. Elle avait l'air différente, plus âgée, en quelque sorte, sans toutes ses crèmes coûteuses et ses rendez-vous au salon. Elle a commencé à tourner dans mon allée, puis a rapidement fait rouler son chariot dans la direction opposée. Quelques mois plus tard, dans la maison de mon père, je me sentais enfin prête à changer les choses. Ce week-end-là, j'ai acheté des échantillons de peinture et des outils de jardinage. La maison qui avait connu tant de drames et de souffrances allait devenir quelque chose de nouveau. En planifiant les rénovations, je me suis rendu compte qu'il fallait parfois démolir quelque chose pour le reconstruire plus fort.